Fidèles téléspectateurs d'Event News, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette émission et nous la ferons aujourd'hui avec M. Ali Touré, porte-parole de l'organisation Convergence 2020. Mais avant de commencer, bonjour M. Ali Touré. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation sur le plateau d'Event News TV. Pour recevoir M. Ali Touré, j'ai avec moi mon confrère Blaise Boncier, avec qui nous allons devoir poser quelques questions au porte-parole de la Convergence 2020. M. Ali Touré, avant de commencer, nous allons aller directement sur deux événements, deux faits divers, mais qui ont les pieds pleinement dans l'actualité politique, sinon l'humeur politique de la Côte d'Ivoire. Des pro-Soro et des pro-Alassane Ouattara se sont affrontés quelques jours, le dimanche dernier. Voilà, le dimanche dernier, lors d'une conférence, la conférence de Franklin Nyamsi, et des partisans de l'ancien chef de l'État ivoirien, Laurent Gbagbo, ont agressé le chef du protocole de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Quelle lecture Le même dimanche. Le même dimanche. Quelle lecture vous faites de ces deux événements qui sont inspirés de l'humeur politique nationale ivoirienne? Je dois dire que ces deux manifestations, ces deux événements ont été associés avec de la violence. Je voudrais ici condamner ces violences qui se sont passées à deux endroits différents et dire que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs depuis 2013 nous avons mis en place ici en France une plateforme dénommée Convergence 2020 afin de permettre aux Ivoiriens de se parler et d'échanger sur les problèmes de la Côte d'Ivoire. Je suis moi-même allé aujourd'hui voir le chef du protocole à l'hôpital qui est blessé, qui a été opéré. Je voudrais profiter de votre antenne pour vous souhaiter un prompt rétablissement. Mais je pense qu'il faut qu'on apprenne à se rencontrer, il faut qu'on apprenne à échanger sans qu'il y ait de violence. Voilà pourquoi nous allons continuer notre travail au niveau de la convergence pour permettre aux Ivoiriens de se parler et d'éviter ce genre de bavure. Très rapidement, qu'est-ce qu'il a eu exactement? Il a été opéré au niveau du genou. Mais ça va mieux aujourd'hui, mais je dois avouer que c'était une opération assez lourde. Mais justement, vous n'êtes pas revenu sur... C'est pas un incident, la bagarre arrangée entre les pro-Soro et les pro-Ouattara à Paris. Est-ce que cela ne préfigure pas de l'ambiance, ou du moins de ce qui pourrait se passer aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Quand ici à Paris, pour des gens censés être éduqués, puissent s'affronter de la sorte pour des questions politiques. Non, mais ça, ce sont les soubresauts de la vie politique, ça, c'est le truc qui arrive. Je pense que pendant cette manifestation, il ne devrait pas y avoir de violence, puisque je crois savoir que c'était un mouvement qui organisait une conférence de presse sur un certain nombre de thèmes. Et dans un pays comme la France, où la liberté d'opinion, de presse et de parole est garantie, il ne devrait pas avoir normalement ce genre de manifestations violentes. Voilà pourquoi nous disons au niveau de la convergence qu'il faut que les Ivoiriens se parlent. Parce que si nous nous parlons, il y a beaucoup d'actes répréhensibles que nous pouvons éviter dans l'avenir. Très rapidement, parlez-nous de Convergence 2020. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on doit retenir de... Convergence 2020 est une plateforme, comme je l'ai dit, qui est destinée aux Ivoiriens de tout horizon pour éviter ce qui s'est passé pendant la crise culturelle en 2010. Nous estimons au niveau de Convergence que plus on se parle, mieux ça vaut. Plus on échange, mieux ça vaut. Il faut qu'on apprenne à se parler. Et je pense que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de déficits de communication en Côte d'Ivoire que nous sommes dans cette atmosphère crispée, un peu tendue. Souvent, on voit des actes de violence. Et aujourd'hui, quel bilan vous faites de vos actions sur le terrain depuis votre création? Il serait mieux que les autres jugent la convergence, mais moi, je peux noter, avec ce que j'entends comme retour, que les manifestations de la convergence ont permis de décrisper un peu l'atmosphère ici en Europe. Et moi qui vous parle, en tant que porte-parole, je peux vous dire que je parle avec tout le monde. La preuve, j'ai rencontré encore un ami, un frère à moi, Christian Vabé, encore hier soir. Nous avons échangé sur la Côte d'Ivoire. Christian Vabé et moi, nous ne sommes pas du même bord politique, mais nous nous sommes entretenus, nous avons échangé sur la Côte d'Ivoire. Cette rencontre, ça dit que c'est le dialogue politique qui s'engage entre vous, qui êtes très proche du pouvoir, et Christian Vabé, qui est de l'opposition. Qui est quand même président d'un parti d'opposition. Non, la rencontre avec Christian Vabé hier était une rencontre fraternelle. Christian Vabé, c'est un frère. Nous nous sommes rencontrés, nous avons échangé. Je lui ai parlé un peu des activités de la convergence. Je lui ai même demandé de venir souvent à mes conférences pour que nous puissions échanger sur la Côte d'Ivoire. J'aimerais bien avoir sa vision sur la Côte d'Ivoire. Donc c'était une rencontre d'ordre fraternel. Ça n'avait rien de dialogue politique. Bon, justement, nous avons fini sur la question des ambitions de Convergence 2020.
beaucoup d'Ivoiriens, surtout des cadres proches du RHDP, estiment que Convergence 2020 est un instrument, du moins l'instrument que vous allez certainement utiliser pour arriver à la magistrature suprême. Non, mais ça me fait trop d'honneur. Au début, quand nous avons créé la Convergence, nous avons été clairs. Nous avons dit, il fallait qu'on donne une plateforme aux Ivoiriens qui puissent se parler au sortir de la crise post-électorale. Et de deux, il fallait que nous puissions nous mettre d'accord sur un minimum de consensus en Côte d'Ivoire, à savoir comment nous pourrions aider le gouvernement en place à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Donc ce n'est pas une plateforme, ce n'est pas une organisation pour assouvir des ambitions, c'est juste un instrument pour accompagner le gouvernement, pour accompagner les Ivoiriens, pour permettre aux Ivoiriens de se parler, de s'entendre et de participer de manière collective au développement et à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Revenons à l'actualité politique ivoirienne. Aujourd'hui, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Soro Guillaume, comme on le sait, aujourd'hui a quitté son poste de président de l'Assemblée nationale. Naturellement, il a quitté le RHDP. Le président Alassane Ouattara, lors d'une interview, avait révélé qu'il avait déconseillé au président de l'Assemblée nationale, ou du moins à l'ancien président de l'Assemblée nationale, notamment Soro Guillaume, de déconseiller de s'approcher de la plateforme du président Henri Konan Bédié, ou du moins de fréquenter le président Henri Konan Bédié, si je peux permettre l'expression. Aujourd'hui, Guillaume Soro était à Daokoro. Il a dit clairement, je suis un homme libre, un homme qui s'est libéré. Quelle lecture vous faites de cette situation entre le président Alassane Ouattara, l'ancien président de l'Assemblée nationale Soro Guillaume, et son rapprochement avec le président Henri Konan Bédié, qui s'oppose définitivement comme un opposant au président Alassane Ouattara? Moi, j'analyse ça froidement. Ce sont les soubresauts politiques dans un pays normal. Les alliances se font et se défont. Il s'avère que M. Soro Guillaume n'a pas rejoint le RHDP et a préféré s'approcher du président Bédié. C'est une décision que je respecte. Je l'ai dit lors de ma conférence le 9 février. Il est important que personne ne soit exclu dans ce pays, mais il est surtout important que personne ne s'exclue lui-même du dialogue politique. Alors moi je souhaite bon vent à M. Soro Guillaume et je dis que, comme on dit chez nous, il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Le président l'a dit, si vous vous rappelez, lors de son interview, que la porte n'est pas fermée, Soro Guillaume pourra toujours revenir. Vous connaissez son retour? Ça dépend de lui, ça dépend de ses ambitions. Le RHDP est un large mouvement de rassemblement qui a pour vocation d'inclure toutes les filles et tous les fils de ce pays qui aspirent à la paix, au développement et au bonheur. J'aurais souhaité, en ce qui me concerne, ça n'engage que moi, que M. Soro Guillaume puisse être des nôtres, mais s'il advient qu'il choisisse un autre camp, une autre voie, ce serait son choix que je respecterai. Justement, vous êtes militant du RHDP, ça ne s'est pas caché. Je voulais savoir, aujourd'hui, après un mois pratiquement de vie du RHDP, croyez-vous que le RHDP, en cette veille des élections de 2020, se porte mieux que le RDA à la veille des élections de 2010? Je vous répondrai à cette question lorsque les organes seront mis en place dans le cadre du nouveau parti politique unifié, et je vous en dirai plus. Non, mais vous pouvez quand même savoir si votre parti se porte bien ou pas, comparativement à 2010. Je ne peux pas répondre tant que les organes n'ont pas été mis en place et qu'ils ne fonctionnent pas. Il faut voir une machine fonctionner pour la juger. Oui, il s'avère que les organes n'ont pas encore été mis en place, donc le fonctionnement n'a pas encore commencé. Mais quand vous dites que le RHDP est une organisation de large rassemblement, ou pourtant le RHDP vient de perdre du moins un de ses alliés principaux, que le PDCI vient de perdre un acteur principal qui est Soro Guillaume. Vers la fin, on a le sentiment clairement que le RHDP s'est étiqueté. C'est pas étiqueté. J'étais moi-même au congrès du RHDP Parti Unifié. Il n'y avait ni le président Bédié, ni le président Soro Guillaume. Je peux vous dire que ça a été une mobilisation phénoménale, jamais vue en Côte d'Ivoire. Donc, le RHDP peut être un rassemblement sans qu'il y ait M. Soro Guillaume et M. Henri Konan Bédié. Ce qui serait souhaitable, c'est que M. Bédié et M. Soro Guillaume nous rejoignent pour qu'on fasse un rassemblement beaucoup plus large. Mais dans la vie, à défaut de ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a. Vous parliez tantôt au sein de Convergence 2020 de mettre en place un certain nombre de mécanismes pour que les Ivoiriens puissent se parler. Mais aujourd'hui, quand on regarde la classe politique ivoirienne,
quand on écoute certains, des hommes politiques qui sont traités de gringalés, d'autres, on a vu la dernière sortie de la députée Mariam Traoré qui a effarouché toutes les femmes de Côte d'Ivoire et même du monde. Et quand on voit les bagarres qui se déroulent, les agressions qui se font, est-ce que vous pensez aujourd'hui, est-ce que cela ne vous fait pas craindre une crise peut-être préélectorale, même avant de penser à une crise post-électorale comme on l'a vécu en 2010 en Côte d'Ivoire? Non, je ne suis pas inquiet parce que nous avons à la tête de notre pays un grand homme, le président Alassane Ouattara. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas inquiet. C'est vrai que le niveau du débat n'est pas très élevé en ce moment. C'est vrai que la violence verbale a pris le pas sur le débat des idées. Voilà pourquoi, lors de ma conférence le 9 février, nous avons demandé aux Ivoiriens de désarmer le cœur, de désarmer les esprits, et surtout vous les journalistes, de désarmer les plumes. On ne peut pas continuer, comme j'ai dit, à être dans un environnement politique tendu. Il faut que nous puissions évoluer dans une démocratie apaisée. La démocratie apaisée, pour moi, commence par la sensibilisation. Voilà pourquoi, lorsque nous faisons nos manifestations de la convergence, on invite tout le monde, ceux qui sont d'accord avec nous, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. On peut avoir des opinions différentes, mais au moins on est d'accord, nous tous, qu'il faut que nous puissions créer les conditions pour vivre dans un pays apaisé, où il fait bon vivre, où on peut se parler, où on peut diverger sans se lancer des cailloux, sans s'insulter. Mais je ne suis pas inquiet pour la vie. Mais justement, vous dites que un grand homme à la tête de l'État, vous parlez du président Alassane Ouattara, mais il faut constater en même temps que c'est sous ce grand homme-là que les députés sont mis en prison. Je parle du cas d'Alain Louboyon. Récemment, c'est les chercheurs, les têtes pensantes, je vais dire, les intellectuels ivoiriens qui étaient dans les rues, qui sont encore dans les rues d'ailleurs. Des syndicalistes. Des syndicalistes, des universitaires qui sont emprisonnés pour grève. Et il y a plein d'exemples comme ça. Il y a plein d'exemples, des cadres, des DG qui sont révoqués de leur poste juste parce qu'ils ne sont pas militants du parti du président Alassane Ouattara. Pour vous, être grand homme, c'est quoi? Pour moi, être grand homme, c'est quelqu'un qui a une vision pour son pays. Et tous ces exemples que je vous ai donnés, des cadres qui sont virés de l'administration juste parce qu'ils ne sont pas du même bord politique que le président de la République, des députés qui sont mis en prison juste parce qu'ils ont fait un tweet pour soutenir nos députés, des maires élus qui ne sont pas installés, parce que soit dit-on, ils auraient fait une malversation dans le cadre de leur activité professionnelle. Expliquez-moi, moi j'ai envie de comprendre. Mon cher ami, vous avez évoqué beaucoup de sujets à la fois. L'emprisonnement du député Alain Louboyon, je pense que c'est lui. Ensuite, vous avez les universités qui sont dans les rues. Dans les rues. Ensuite, vous avez parlé des cadres qui sont limogés parce qu'ils sont pas du HDP. Je pense que le député Alain Louboyon, tout ça est derrière nous maintenant, il est libéré. Oui. En ce qui concerne... mais condamné avec ceci, c'est tout de même une condamnation. Juste pour un tutin. C'est vous qui le dites. Le procureur de la République a fait une conférence de presse sur ce cas de figure. Le ministre de la Justice s'est prononcé sur le cas de figure. Donc, je n'aimerais pas rentrer dans les histoires de justice, parce que moi je ne suis pas un juriste de formation. Ce que je note, et qui est important, c'est que le député Alain Louboyon est au dehors, il n'est plus en prison. Donc, on a qu'à clôturer cet incident et, avec une permission, passer sur les cadres du RHDP. Là, par contre, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que, donnez-moi le nom un exemple de nom du cadre de l'HDP qui a été viré parce qu'il n'est pas du RHDP. Oh, ça foisonne en Côte d'Ivoire. Oui, je suis d'accord. Donnez-moi un exemple pour qu'on en parle. Ça foisonne. Je dirais l'ancien DG de l'INFES, M. Touré Moman. Prosoroïs, il a été viré. Il a été le premier d'ailleurs, et il aime s'amuser sur les réseaux, a dit qu'il a créé, comment est-ce qu'il appelle, Limoges, une cité Limoges, il aime s'amuser sur les réseaux sociaux ici. C'est un exemple, pas le point. Ils sont nombreux. Il y a l'ancien député de Daloa, qui était dans la filière café cacao, qui a été limogé, qui a été limogé simplement parce qu'il est proche de Soro, il n'est pas militant du reste. Les exemples, ça foisonne en Côte d'Ivoire. Deux exemples que vous avez donnés, monsieur le porte-parole. Permettez-moi de vous dire, ils n'ont pas été limogés parce qu'ils sont pro Soro. C'est-à-dire qu'il faut que les gens arrêtent de se victimiser dans ce pays. On a l'impression en Côte d'Ivoire que lorsqu'il y a des activités qui se passent ou il y a des faits qui se passent, les gens cherchent toujours des raccourcis et des couvertures. Les deux dont vous avez indiqué n'ont pas été limogés parce qu'ils sont pro Soro. Je n'en dirai pas plus.
Mais je peux vous dire si... Il y a par exemple, je donne un exemple tout simple. Il y a l'exemple du maire sortant de la ville de Djokwe qui est sorti, qui a été remplacé par l'actuel maire qui était candidat RHDP. Il y a le cas de Sodexam, le maire de Grand Bassam, l'ancien DG Ezalé est sorti, on l'a fait sortir pour de la tête de la Sodexam. Non, il va falloir sa doigt à la retraite. Il n'a pas été sorti. Il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Mais pourquoi? Quelle est cette retraite qu'on donne en plein contentieux politique? Non, mais justement, arrêtez de faire des amalgames. Les gens qui sont en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui peuvent être victimes de faits parce qu'ils appartiennent à un parti politique ou à une formation, on peut en parler. Mais les hommes que vous avez cités là, ne sont pas des hommes qu'il fallait citer. Et là, ils ne sont pas partis. Mais si, ils sont cadres du PDCI. Le deux de la Sodexam est parti parce qu'il va faire valoir ses droits à la retraite. C'est ce qu'il faut dire aux Ivoiriens. Il n'y a pas de chasse aux sorciers en Côte d'Ivoire. Ok, monsieur, il n'y en a pas. Monsieur Ali Touré, là vous êtes en train de vous positionner en défenseur du gouvernement. On a visiblement l'impression que le porte-parole de Convergence 2020 fait le VRP du gouvernement. Bon, ça c'était une réflexion. Revenons sur notre actualité qui est super importante pour la Côte d'Ivoire. Le 1er février dernier, le président Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse, M. Charles Bégoudé, ont été libérés sous condition. Après leur libération, le gouvernement, à l'issue d'un conseil des ministres, avait produit un communiqué dans lequel ils avaient pris acte de la libération et espéré que cette libération accélère le processus de réconciliation nationale. Quelques jours après, on a vu les avocats de l'État du Côte d'Ivoire faire le tour des rédactions des plateaux de télé et radio pour indiquer leur mécontentement ou leur désapprobation de la décision du juge de la CPI de l'acquittement de ces deux personnalités ivoiriennes. À leur suite, le président Alassane Ouattara, lors d'une interview sur Radio France Internationale, RFI, a lui-même marqué une sorte, je dirais, de non-intérêt. Il a dit tout simplement, il n'a aucune réaction à donner, laissons le processus sur son cours. Comme si ce n'était pas intéressant pour lui que Laurent Gbagbo et Charles Bégoudé reviennent en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous ne pensez pas que cette attitude du président n'est pas faite pour encourager les choses, ou du moins les Ivoiriens, à se parler à nouveau, comme vous le souhaitez, au sein de votre organisation Convergence 2020? Vous avez fait une interprétation tendancieuse des propos du président de la République. Expliquez-nous. Nos deux frères qui sont à la haie ont été libérés de manière provisoire. Je crois savoir que le procès se poursuit puisqu'il y a eu appel. La position que je vais vous donner n'engage que moi, puisque moi je ne suis ni président de la République, ni le porte-parole du gouvernement. Les deux sont sortis de la haie. Ce sont des Ivoiriens. Tout ce que moi j'attends des deux, c'est qu'ils envoient des signaux forts et clairs pour indiquer de manière claire qu'ils sont pour la réconciliation dans ce pays. Parce que le gouvernement leur envoie des signaux à votre avis? Non, Ou bien ils ont envoyé des signaux, ou bien ils ont fait des signaux contraires. Je vous dis pourquoi. Je dis que ça n'engage que moi. De 2011 à aujourd'hui, le Front populaire ivoirien n'a posé aucun acte allant vers l'apaisement ou la réconciliation. Et ce que je dis n'engage que moi. Sous prétexte que Gbagbo et Bégoudé sont là, et tant qu'ils ne sortiront pas... Vous avez posé une question, je vais répondre. Oui, ils ont dit que tant qu'ils sont là-bas, qu'ils ne sortiront pas, ils ne pourront rien faire dans ce domaine. Dieu merci, ils sont sortis. Maintenant qu'ils sont sortis, ça est maintenant de donner des gages de réconciliation. Parce que moi, j'estime que le président de son gouvernement ont fait beaucoup dans le cadre de la réconciliation. C'est pour ça que j'ai même appelé, il y a 2 semaines, la ministre Manitou Kone pour qu'elle vienne ici à Paris, dans le cadre des activités de la Convergence, faire une conférence publique sur la réconciliation, sur la matrice d'action qu'elle a eu à déployer pour réconcilier les Ivoiriens. Alors aujourd'hui, moi je pense qu'il appartient aux partisans du président Gbagbo, en commençant par lui-même, d'envoyer des signaux forts qui n'ont pas été envoyés depuis 2011. C'est ça? Non, mais en fait, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par signaux. On sait que le FPI, puisque vous parlez du FPI, depuis Miakaroto, paix à son âme, jusqu'à l'EDS, ils sont dans l'EDS aujourd'hui, en passant par Pascal Afingessa, ils n'ont cessé depuis toujours d'appeler le gouvernement à la table des négociations, dans le cadre de la réconciliation des retours des exilés. Mais il y a un dialogue politique qui a place. Oui, mais justement,
Justement, mais c'est contribuer effectivement au retour de la paix. Oui, mais il n'y a pas mais que ça. Mais ils le disent, ils ne cessent de le dire, qu'ils n'ont pas la réponse qu'ils attendent du gouvernement. Le gouvernement le pose. Et cette réponse, c'était laquelle? Oh non, que le gouvernement accepte au moins qu'ils s'asseyent autour d'une table. Mais s'il y a eu la libération des prisonniers, l'amnistie, le dégel des avoirs, le fait que des réfugiés du Ghana, des pays limités en Côte d'Ivoire, mais c'est parce qu'il y a eu une position. S'il y a eu, comme vous le dites, il y a eu débat. Si vous, comme je vais rentrer comme ça. Si vous le dites, s'il y a eu amnistie, il y a eu dégel de. Mais ça, ce sont des actes forts du gouvernement. C'est pas vous. Oui, mais si on prend le cas d'Assoadou, il est venu, il est allé en prison. Oui, mais Assoadou n'est pas en prison parce qu'il est FPI. Il faut le dire aussi aux Ivoiriens. Assoadou n'est pas en prison parce qu'il est FPI. Monsieur le porte-parole. Les Charles qui se plaignent, pourquoi Assoadou est parti en prison là, ça a été expliqué. Et vous le savez, il est parti dans FPI. Est-ce que nous pouvons. Sur la bourse, ils sont rentrés en Côte d'Ivoire, les petits cadets sont rentrés en Côte d'Ivoire, mais ils sont en prison. Comment vous expliquez ça? Est-ce que nous pouvons avancer oui, on peut avancer sur le sujet? Oui, on peut avancer. Vous le disiez tantôt, oui. les prisonniers ont été libérés oui. par voie d'amnistie. Les réfugiés sont rentrés. Oui. Les comptes ont été dégelés. Les comptes ont été dégelés. Voilà. Bon, notons que il y a beaucoup de gens qui étaient en exil qui sont rentrés, qui ont récupéré leur boulot. Laissez-moi finir. Le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été libérés. Simone Gbagbo a été libéré. Simone Gbagbo a été libéré. Oui. Tout récemment, le président de la République, Alassane Ouattara, sur le perron de l'Élysée, a dit que Laurent Gbagbo était son frère. Mais qu'est-ce qui l'empêche de dire à la Cour pénale internationale, si mon frère Laurent Gbagbo est déclaré acquitté, donc innocent, ramenez-le en Côte d'Ivoire pour que nous engagions définitivement la Justement, pour compléter la question de mon confrère Jean-Paul, oui. Voici Charles Blé Goudé, qui, depuis la prison, par le biais de son mouvement COGEP, a lancé beaucoup de messages dans le sens de l'apaisement et de la réconciliation des Ivoiriens. Aujourd'hui, il est à La Haye, il est à l'hôtel, parce que pour le moment, il n'y a pas de pays pour l'accueillir. Pourquoi ne pas l'inviter à rentrer chez lui? Surtout que c'est ce qu'il demande depuis longtemps. C'est ce que j'ai dit. Moi, je ne peux pas me substituer au président de la République. Je crois savoir vous pouvez commenter qu'ils sont sous liberté provisoire et que le procès continue. Liberté conditionnelle. Et que le procès continue. Donc, je laisse le président de la République apprécier cette situation. Moi, je ne peux pas me mettre la plainte. Moi, ce que je sais. Donc, vous avez une opinion personnelle, de convergence. Un mouvement qui fait la promotion de la réconciliation. Vous avez remarqué, depuis que nos deux frères sont là, je ne me suis jamais prononcé sur les problèmes de justice. Je ne me suis jamais prononcé sur la gouvernance de Gbagbo dans ce domaine. Pourquoi il est à La Haye, qu'est-ce qu'il y fait, est-ce qu'il doit rester? Je ne me suis jamais prononcé. Parce que mais moi, on vous je préfère laisser la justice. Monsieur Ali Touré, on vous connaît dans toute l'Europe, en tout cas dans toute la diaspora ivoirienne, on vous sait comme un acteur très engagé dans la promotion de la réconciliation, de la paix. Ça, c'est sûr de tout le monde. Mais soyons d'accord. Laissez la justice faire son travail. Soyons d'accord que la réconciliation ne peut pas se faire sans Laurent Gbagbo et mais sans justement, parlons-en. Vous ne pouvez pas refuser. C'est parce que la réconciliation ne peut pas se faire sans lui. Je suis d'accord avec lui que moi, j'attends des messages de lui. Il y a beaucoup de gens qui parlent au nom de Laurent Gbagbo sur cette planète-là. Donc vous attendez que Laurent Gbagbo lui-même. Vous êtes ambassadeur. Même s'il ne parle pas, il peut faire véhiculer des messages. Vous êtes ambassadeur dans le cadre de vos fonctions. Oui. Pourquoi est-ce que vous ne cherchez pas à le voir? Puisque vous savez qu'il est une personnalité très très importante dans le cadre de la mission que vous vous assignez. Je ne cherche pas à le voir pour une simple raison, c'est que je ne pense pas que je sois la personne idoine qui doit aller rencontrer le président Gbagbo. Qui doit aller rencontrer le président Gbagbo? Des personnalités vous êtes ambassadeur. plus grandes que moi. Et mieux indiquées que moi. C'est-à-dire le président Alassane Ouattara? Non, je dis moi je suis trop petit pour le voir. Non, mais qu'est-ce que vous êtes ambassadeur? Donc clairement, non. Est-ce que vous encouragerez le président Alassane Ouattara d'aller voir son frère Laurent Gbagbo comme il a dit lui? Non, je ne suis pas le conseiller du président Ouattara. Je dis, si vous arrivez de conseiller le président Alassane Ouattara, est-ce que vous le conseillerez d'aller voir son frère Laurent Gbagbo? Je ne suis pas le conseiller du président Ouattara. Si vous étiez si l'occasion vous étiez donné de parler. Mais pourquoi vous faites la langue de bois? Vous qui envisagez, vous qui ambitionnez de participer à la réconciliation des Ivoiriens, vous êtes si jeune, vous utilisez les méthodes de nos aînés, vous faites la langue de bois. C'est pas de la langue de bois. Vous Mais m'avez si. posé une question, vous m'avez dit si. Oui. Je vous dis, je ne suis pas le On conseiller. vous donne l'occasion de donner un conseil au président de la République. Mais posez-moi la question, si moi-même je peux aller voir le président Gbagbo. Il a dit que moi je pense que je ne suis pas la personne la mieux indiquée. Ça, justement, il s'agit. Mais justement, pourquoi bon, et Charles Blé Goudé, qui est votre jeune frère. Ah, lui par contre, lui c'est mon jeune frère. Oui. Lui, lui c'est mon frère. D'accord. Vous envisagez cela? Je n'envisage pas que les conditions seront venues. Si c'est nécessaire qu'on se voit, on se verra. Pour la paix, y a-t-il des conditions? Oui, il y a des conditions. Lesquelles par exemple?
quelles conditions? Il faut que lui veuille me voir et que moi je veuille le voir. Ça, c'est déjà une condition. Non, mais lui, il va vous voir à quel Non, titre? qu'est-ce que tu en sais? À lui, moi je le vois à quel titre? Vous? Oui. Vous êtes un acteur porte-parole de Convergence 2020. La convergence a été multipliée pour parler à tout le monde. Oui. Kalenko. Il y a beaucoup de gens qui sont ici à qui je n'ai pas encore parlé. Vous ne donnez pas leur nom. Vous allez jusqu'à La Haye, en Belgique. Non, mais c'est c'est des personnes capitales dans, mais il y a des personnes capitales ici. Vous-même, vous avez dit des personnes si importantes. Mais elles sont importantes. Toutes vous disent que tant que les deux sont encore en prison. Le dialogue politique et la réconciliation se fait à des niveaux différents. Ok, bon, je pense Voilà. que nous sommes au thème de notre programme du jour. Dernière question rapidement pour mon confrère Blaise Boncier. 30 secondes et vous avez 1 minute pour y répondre et on va mettre un thème à ce programme. Oh, juste savoir si vous êtes optimiste par rapport à l'avenir politique de la Côte d'Ivoire, notamment pour les élections de 2020. Ne craignez-vous pas une crise post-électorale? Non, je ne suis pas inquiet. Je pense que d'ici 2020, toutes les discussions seront prises pour que nous ayons des élections apaisées et tranquilles. Le point d'achoppement entre le pouvoir et l'opposition, je crois savoir que c'est la réforme de la commission électorale indépendante. Ils sont à pied d'œuvre et je pense qu'ils vont s'entendre sur la nouvelle monture de la commission électorale indépendante. Dès que cela fait, je ne vois aucune raison pour qu'on devrait se battre en 2020. Pour finir, ma dernière question, rapidement, vous répondez en 15-20 secondes. Comme il a dit tout à l'heure, vous êtes le porte-parole de Convergence 2020. Quels sont les indicateurs pour les Ivoiriens? Il ne s'agit pas de faire une profession de foi. Quels sont les indicateurs, qui vous permettent de dire qu'avant les élections de 2020, avant 2020, il n'y aura pas de crise, et après les élections de 2020, il n'y aura pas de crise? Quels sont les indicateurs sociaux, économiques et, je dirais, l'humeur des populations qui vous permettent d'avancer sur cela? Je n'ai pas d'indicateur, mais j'ai au moins 2 éléments clés. Le premier élément, c'est que je suis convaincu que les Ivoiriens dans l'ensemble ne voudront plus revivre la crise post-électorale de 2010. Le deuxième élément, c'est que nous avons à la tête de ce pays quelqu'un qui a une vision et qui prendra toutes les dispositions pour ne pas que la Côte d'Ivoire retombe dans le même travers de 2010. D'accord, monsieur Ali Touré, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous espérons que vous avez eu beaucoup de plaisir à suivre cette émission, comme nous avons eu beaucoup de plaisir à recevoir M. Ali Touré, porte-parole de Convergence 2020. Chers téléspectateurs, nous espérons vous recevoir sur d'autres programmes de Event News TV. Pour l'instant, recevez-nous. Au revoir.